et revendiquer le fait que ce métier était un véritable métier et que c'est un métier qui ne passe pas par l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois, c'est 80-90% des détenteurs de la carte de presse qui ne sont pas passés par les écoles de journalisme. C'est aussi sur la base de ce constat où on a des journalistes qui veulent partager leur métier. Et d'ailleurs, c'est une démarche qui a démarré en 2006, qu'on a étendue à Vitrolles depuis l'année dernière et qui, dans les jeunes et le public, parce que ce n'est pas que des jeunes qu'on a touchés, certains ont continué dans cette démarche et ont pu acquérir leur carte de presse. Donc ça, c'est une première démarche, mais l'enjeu derrière, c'est pouvoir s'exprimer après. C'est-à-dire qu'on est dans la capacité aujourd'hui de se dire, oui, il y a un enjeu quand on voit le nombre, grâce au numérique, grâce aux enjeux du numérique, la capacité de pouvoir s'exprimer, mais malheureusement, sans aucune maîtrise des conséquences derrière. Parce que média veut dire éditorialisation, on est bien d'accord. Aujourd'hui, par rapport à ton poste de président, je crois, Je suis plus président, de, mais bon. de fondateur Voilà. de l'association, vous, dans le statut, l'évolution d'un statut média citoyen, vous auriez envie de quoi? Bah, alors, c'est pour ça qu'on est allé sur ces deux ateliers-là. On a construit notre propre média, qui est un blog. Qui est un blog qui s'appelle Marseille Bondi Blog et qui est dans une dynamique là aussi d'accompagnement à l'expression en respectant certaines règles et c'est bien la différence avec tous les types de blogs qu'on peut lire. Il y a des valeurs, il y a une éthique. Exactement, et c'est ça que l'on justement qui nous différencie aujourd'hui d'une multitude de supports numériques où on peut se dire journaliste parce qu'on écrit sur tel ou tel sujet. On respecte ça. Moi, je suis pas journaliste professionnel, je respecte le métier et en même temps, c'est un métier qui n'est pas justement endoctriné dans le cadre d'une école et c'est vraiment la différence et c'est peut-être ça l'enjeu justement. Euh, Très bien. On va revenir un petit peu à Internet avant de continuer le débat. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions. Donc une question, l'espace hertzien et numérique sont-ils des espaces publics? Et une question au niveau de la justice sur l'utilisation de cet espace public. Et une deuxième question sur le matériel libre et le développement des outils logiciels, etc., qui est peut-être à voir. Et enfin, une autre question sur comment généraliser la formation des citoyens et des bénévoles pour les médias numériques. Donc, enjeu autour des médias, on va peut-être demander à Yves, qui n'a pas encore intervenu. Alors, Yves, on va lui passer son micro, Thierry. Bonjour Yves, si tu peux te présenter. Yves Sibilo, donc je vais m'exprimer en tant que président du réseau Arsenic, association régionale de soutien aux espaces numériques, de l'information et de la communication, qui fédère 300 espaces publics numériques, dont 160 espaces régionaux Internet citoyens. Vous en avez fait référence tout à l'heure. En fait, moi, je voudrais contribuer un peu au débat pour lancer un peu une sorte de proposition ou de soutien. C'est-à-dire que nous, on constate que dans nos lieux qui accueillent de tout type de publics qui sont confrontés aux usages numériques d'aujourd'hui, on sent quand même que peu ou prou, tous construisent du contenu audiovisuel, tous peu ou prou participent à l'action citoyenne sur leur territoire, mais tous font ça un peu isolés sur leur territoire, à la fois en termes de questions juridiques, des questions techniques, des questions de partenariat ou surtout de diffusion. C'est-à-dire quelque part, ils pourraient contribuer largement à cet appel en permettant aux citoyens qu'ils ont tous les jours dans leurs espaces de participer, je dirais, à l'agora publique. Néanmoins, ils sont un peu seuls dans leur coin. Donc la question il faut rompre l'isolement des territoires. Voilà, il faut comment on peut donner un espace construire public. un réseau qui, pour le coup, serait... Parce que quand même, tous sont soit en support associatif, soit en support collectivité locale. Donc quand même, ils ne sont pas comme ça dans le ciel tout seuls. Ils ont quand même tous plus ou moins des actions en réseau, soit ils sont dans les MJC, dans les centres sociaux, dans les missions d'animation. Donc en fait, ils sont tous raccrochés peu ou prou à des réseaux. Donc à la fois, ils n'ont pas de réponse sur leur propre réseau, voire des fois des freins, et à la fois, ils ne savent peut-être même pas qu'ils pourraient contribuer à une aventure collective. Alors on passe la question qui a été posée aussi par un des internautes, c'était espace hertzien et numérique, espace public. Patrice avait commencé à en parler, de dire en fait que c'était un espace public, l'espace hertzien.
Qu'est-ce que c'est un questionnement qui est une question ouverte aujourd'hui. Est-ce que les médias citoyens n'ont pas à rougir, à revendiquer cet espace public? Ben oui. Oui, parce que bon, ce qui s'est passé, c'est que avant la loi, les lois de 1980 et 82, et puis toutes les réglementations qui sont venues après avec la haute autorité qui a donné sa place maintenant après au CSA, ben, il a fallu effectivement bien organiser tout ça parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'utiliser l'espace hertzien pour faire de la radio puis de la télévision. Et quand on voit un certain nombre de pays, je pense par exemple à l'Italie de Berlusconi, Deux fois cité, hein, deux fois quel usage est fait de cet espace? Réputé Murdoch aussi, oui. Ben, on a besoin de réglementation. Et la réglementation française a de bons côtés. Le CSA, c'est important. Il y a des tas de façons dans d'autres pays, notamment les pays du Sud. On s'est beaucoup inspiré de cette expérience française de régulation, et qu'il s'agisse à la fois d'espace hertzien, qu'il s'agisse aussi donc du numérique sur lequel là il y a actuellement des débats qui sont extrêmement importants. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que je le connais moins, mais il y a besoin de régulation. Il y a besoin en effet parce que le renard libre dans le poulailler libre, dans le poulailler, ça ne marche pas non plus. C'est pire. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est que pour qu'il y ait utilisation citoyenne de l'espace public, avec une responsabilité de médias, c'est-à-dire on est responsable de son éditorial, il faut une volonté politique qui fasse la régulation. En effet. Autrement, cet espace, il est réservé à celui qui a le plus d'argent, et voilà, ou celui qui a le plus d'influence politique. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une vision. Alors cette vision, en effet, elle a été développée dans les toutes premières années des premiers septennats de Mitterrand. Et c'est cette vision qu'il faut arriver aujourd'hui à faire partager à l'ensemble des élus, des députés, des sénateurs. Et on a le sentiment que là, ce débat, il devrait vraiment être mené et on est là pour y travailler. Et on trouve que ça va passer vite. Mais aujourd'hui, on se pose la question aussi, je pense, quels interlocuteurs politiques aujourd'hui sont à l'écoute de ça? On n'a pas vu dans la campagne présidentielle et législative qu'on suivit un débat qui parlait aujourd'hui de l'importance, alors qu'on a vu des scores de mouvement Front National importants, alors qu'on a vu de certaines précarités dans les quartiers qui ont augmenté, on a vu de la souffrance citoyenne, et pourtant l'expression citoyenne n'est pas une priorité affichée politiquement. Alors, ce qui me frappe, dans le débat, on a actuellement un débat sur comment financer un système qui fonctionne depuis 20 ans, qui s'appelle l'EPRA, échange et production radiophonique, et qui permet aux radios d'échanger des dizaines, des centaines, des milliers d'interviews qui sont la parole des gens dans les quartiers, essentiellement dans les quartiers populaires des villes. Eh bien, on s'aperçoit que là-dessus, les ministères se renvoient les uns aux autres. On a l'impression qu'il n'y a pas véritablement une réflexion globale et d'ensemble sur cette question-là. Et ça nous inquiète. Et on souhaiterait que l'Assemblée nationale se saisisse aussi de ça, que le Sénat se saisisse de ça. Quand on discute avec chacun des élus dans son propre territoire, les députés, les sénateurs, eh bien, ils connaissent nos radios, ils connaissent nos médias, ils connaissent nos centres sociaux, ils connaissent les grandes associations d'éducation populaire et d'éducation, et l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ils connaissent les espaces numériques, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience de la nécessité de donner à tout ça une forme politique et véritablement une réponse. Alors, on est ballotté entre le ministère de la Ville, le ministère de la Culture, le ministère... Pourquoi est-ce que le travail sur l'immigration, par exemple, qui est pris en charge aujourd'hui essentiellement par le ministère de l'Intérieur, considère que ce n'est pas son travail, ces choses-là? Pourquoi est-ce que le ministère qui a en charge de l'éducation nationale ne travaille pas là-dessus? Là, il y a véritablement quelque chose qui intéresse un grand nombre de ministères et on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de réflexion d'ensemble. Et quand on va voir, je l'ai fait au mois de juillet, quand on va voir le cabinet du Premier ministre, eh bien, on a l'impression qu'on ne sait pas trop à qui parler et qu'on n'a pas véritablement de réponse. Ça nous inquiète. Alors, question importante que pose Patrice. Alors, on parle aussi de cet espace public, on parle aussi de la justice, de ces médias citoyens, la justice, je pense, d'utilisation, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous avez dans les radios libres, je crois que vous avez plus ou moins réglé ces aspects de dire comment ça se passe, l'attribution des ondes, sous quel projet je sais que la loi de 86 est assez ambiguë, moi je pense, pour les médias, les télévisions d'initiative locale, puisque c'est remis à la collectivité locale.
Il semblerait que la collectivité locale a peut-être des fonctions, mais sur une fonction médiatique, ce n'est pas vraiment sa mission. Je sais que les radios libres fonctionnent plus sur c'est le CSA qui règle la mise en place des médias. D'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'une dérogation au monopole, hein, et que quand une fréquence est attribuée à une radio, c'est pas pour l'éternité. Il y a des remises en question qui sont faites tous les 5 ans, 10 ans, 15 ans, et c'est toujours sur projet qu'on est évalué, et chaque année, chaque radio doit donner à la fois au Conseil supérieur de l'audiovisuel et puis bien sûr pour le financement au fonds de soutien dont on a parlé, elle doit donner un compte-rendu de son activité. Ces comptes-rendus sont extrêmement fouillés, hein. Il y a énormément de documents à fournir et puis une comptabilité expertisée qui doit être très très bien faite. Alors là-dessus, il y a véritablement des contrôles, il y a une gestion de tout ça, aussi bien en termes financiers qu'en termes d'autorisation. Si on déroge aux raisons qui ont fait donc communication sociale de proximité, qui ont fait qu'on nous a donné une fréquence, eh bien, on ne peut la perdre. Alors ça, c'est une chose. Aujourd'hui, ce qui serait vraiment nécessaire, c'est que cet ensemble, il y a 2 grandes fédérations nationales, hein, la CNRA, Conseil national Confédération nationale des radios associatives, et puis Syndicat national des radios libres, qui sont en discussion avec le ministère de la Culture et de la Communication. C'est bien. Mais il est en train de se préparer une nouvelle loi sur l'audiovisuel. Qui aurait lieu quand? Pour l'année prochaine. Donc c'est le moment de se mobiliser. C'est maintenant. Et en Remarquez effet, la coordination. Voilà, il y a besoin aujourd'hui que nous